Bienvenue. Merci au public, merci à la presse d'être présent. Donc nous allons pouvoir ouvrir ce conseil municipal et je demande à Marie-Hélène Biel de bien vouloir faire l'appel, s'il vous plaît. Merci. Yves Bayon de Noyer. Présent. Marie-Hélène Biel, présente. Laurent Bresson. Présent. Hélène Mérigot. Alors, donne pouvoir à Marie-Hélène Biel. Stéphane Mathieu. Présent. Eliane Gomez. Présent. Christian Royer. Présent. Christiane David Mathieu. Présent. Patrick Gay. Présent. Olivier Louis. Présent. Jean-François Leclerc. Présent. Roland Tavernari. Présent. Françoise Fortuné. Jacques Nicolas. Présent. Thierry Blanès. Présent. Patrick Villon. Chantal Vedel. Florence Lecomte. Lionel Gomez. Florence Androujeski. Elisabeth Pereira. Laurent Rémy. Sylvie Bourdelin. Estelle Schneider donne pouvoir à Eliane Gomez. Marine Bouillin donne pouvoir à Sylvie Bourdelin. Christiane Mathieu. Martin. Excusez-moi. Bruno Ripoll. Véronique Agoguet-Fernaillon. C'est bon. Très bien. Merci. Comme nous devons enregistrer la démission d'un conseiller municipal et l'arrivée d'un autre, je mets ce premier, par courtoisie envers la personne, je mets ce premier point à l'ordre du jour, et puis nous réattaquerons ensuite l'approbation du compte-rendu précédent, etc. Donc, je demande à Mme Reza Amlili si elle veut bien s'avancer. Je vous en prie. Prenez place. Donc, le premier point, le premier rapport traite donc de la démission d'un conseiller municipal et l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, par lettre en date du 26 septembre 2016, que nous avons reçu en mairie le 30 septembre, M. Claude Deloison, conseiller municipal, a informé le maire de sa décision de démissionner. Conformément à la réglementation et à l'article 270 du Code électoral, le suivant de la liste dynamique et solidaire est appelé à remplacer le conseiller démissionnaire. Par lettre, en date du 4 octobre, nous avons adressé à Mme Neza El Amlili un courrier l'informant de sa qualité de conseillère municipale en remplacement de M. Claude Deloison. Cette dernière a confirmé par mail, en date du 11 octobre, sa décision d'intégrer le conseil municipal. Alors avant d'en délibérer, Madame, je vous donne la parole pour que vous puissiez vous présenter. Attendez, voilà, vous parlez dans le micro, comme ça c'est enregistré. Oui, d'accord. Donc je m'appelle Elam Lineza, j'ai 28 ans et je travaille au conseil départemental. Donc je suis en charge du transport des élèves et des étudiants handicapés. Voilà. D'accord, très bien. Et vous résidez sur la commune du Thor? Oui. Très bien, mais nous vous souhaitons un très bon accueil. Je vous propose d'en délibérer. Il n'y a pas de questions. Je vous en prie. Oui, bonsoir à tous. Juste une question. Dans la délibération, il n'y a pas la présence aux commissions affaires sociales et finances auxquelles Claude participait. Voilà, je voulais savoir. Oui, pourquoi. mais ça ne peut être que postérieur, parce que, admettons qu'on ne vote pas, oui, ça serait catastrophique. Donc il faut d'abord qu'il y ait le processus de l'intégration au conseil municipal et ensuite les commissions, comme ça se fait d'ailleurs chaque fois lors de l'installation. Voilà. Oui, c'est parce que dans mais ça ne pose oui. pas de difficulté, puisque généralement, sauf si la personne ne le souhaite pas du tout, le remplacement se fait automatiquement dans les commissions dont était membre le démissionnaire. Parce que c'était inscrit dans la délibération quand Claude a été nommé, donc c'est pour ça j'ai repris la même délibération. Voilà, Bon. donc bon. Mais ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, je vous demande juste d'en prendre acte, hein, puisque c'est pas, je dirais, il n'y a pas de vote, et je vous renouvelle. Bon accueil. Vous êtes la 14e de la liste. Voilà. Donc, bon accueil. Alors, le premier point à l'ordre du jour, puisqu'on revient à l'ordre traditionnel,
c'est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 septembre dernier. Donc, y a-t-il des commentaires, des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, alors par rapport à nos demandes du mois dernier, effectivement, vous aviez bien commencé en mettant nos commentaires, enfin, en parlant de ce qu'on avait dit. Et par la suite, dans les délibérations qui ont été votées, systématiquement, vous avez dit, pour les commentaires qui ont eu lieu, enfin les débats qui ont eu lieu en séance, se reporter au compte-rendu audio. Sauf que il y a des libres sur lesquels il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de débat. Et ça a été quand même mentionné pour les débats, voyez le compte-rendu, enfin écoutez le compte-rendu audio. Donc c'est pas très intelligible. Et le but recherché, il est pas bon, parce que finalement ça n'a aucune portée, vu qu'à chaque fois c'est reportez-vous au débat audio, enfin au compte-rendu audio. Donc ça partait bien, et puis finalement ça se finit en queue de poisson, et ça perd de sa valeur, quoi. Donc, et d'autre part, au niveau du compte-rendu audio, il n'y a pas moyen d'écouter rapport par rapport. Donc ça serait bien d'avoir un séquençage des délibérations pour que les gens qui veulent se reporter au compte-rendu audio puissent le faire délib par délib. Voilà, à chaque fois qu'il y a un commentaire, et pas mettre non plus reportez-vous au compte-rendu audio quand il n'y a pas eu de débat ou de questions. Voilà. On précise dans les comptes rendus qui sont donc affichés à la disposition du public que pour les débats, les gens se reportent au compte rendu audio. S'il y a eu un compte rendu, il est suite au rapport, il n'est pas ailleurs, je crois savoir. Sauf, et s'il n'y a pas eu de compte rendu, s'il n'y a pas eu de débat ou de questions, etc., il n'y a pas de questions. J'arrive pas trop. Parce qu'il faut, attendez, Madame Agoguet, il faut aussi que la gestion de nos rapports soit quelque chose d'acceptable par les agents de la commune. Et que si ça nécessite des travaux qui alourdissent et qui sont coûteux, pour rien, très sincèrement, je pense que c'est un peu inutile. Hein. Alors, ça alourdit pas, c'est juste ne pas dire il y a eu des débats quand il n'y en a pas eu, c'est tout, c'est simple, ça allège le travail des agents, je ne comprends pas. Le fait de séquencer, c'est très compliqué, voilà. Donc, bien évidemment, si on pouvait séquencer, vous seriez à écouter le PV en disant, moi, je vais écouter le rapport numéro 3, par exemple, c'est ce que vous voulez. Hein, et puis, c'est très compliqué. Donc, en fait, on met un PV audio. Dieu seul sait que je l'ai demandé. Maintenant que le conseil municipal peut l'avoir, mais je crois que ce que vous demandez est déjà beaucoup trop compliqué pour qu'on puisse vous l'accorder. Je demande à Laurent de préciser, puisque c'est lui qui... Tu souhaites apporter un commentaire plus technique, oui. Si vous m'accordez un petit peu de sommeil, puisque je fais ça bien sûr en dehors de mon temps de travail professionnel, il faut savoir que la mise en ligne d'un rapport audio comme ça représente entre 3 et 4 heures de travail. Parce qu'il faut, bon, c'est un peu technique et désolé, mais c'est un encodage des fichiers qui sont très très lourds. Donc pour permettre la diffusion sur notre site internet, je vous l'avais précisé lors des précédents conseils, si on doit à chaque fois, par délibération, créer des fichiers spécifiques, ça va devenir vraiment une grosse machine et à moins de le faire sous-traiter, ce qui représenterait un coût, je pense, à la commune. Là vraiment, alors après, pour accéder peut-être à la demande de madame, de préciser dans le rapport écrit, quand il n'y a pas de débat, de ne pas le préciser, un renvoi, si j'ai bien compris, donc au rapport audio, ça me semble tout à fait simple à réaliser. Le reste me paraît pour l'instant très complexe, quoi. Voilà. Très bien, merci. Donc je propose à votre... Oui, Madame Martin. Est-ce que je peux me permettre de poser une autre question technique, puisque Monsieur Rémy se fait un plaisir d'y répondre. Est-ce que l'on pouvait traiter la chose autrement que par YouTube ? Parce que ça m'a fait tout drôle en allant chercher à visionner des choses sur YouTube, de retrouver en plein milieu d'un capharnaüm d'autres vidéos, celle du conseil municipal du Thor.
publique donc et collective. Oui, mais il n'y a rien à cacher dans un rapport d'un conseil municipal puisqu'il doit être porté à la population, donc ça prouve que le système est pertinent. Après, ce sont des moyens faciles, en tout cas pour la mise en ligne sur YouTube et surtout gratuit. Ouais. Encore une fois, c'est par économie, on peut réserver des plateformes d'hébergement sur des sites, mais c'est encore une fois payant. Et il me semble en tout cas que pour l'utilisation qu'on en fait, alors que très clairement, je crois qu'il doit y avoir 4 visionnages au maximum. Oui, non, je vous fais part de ma surprise. Je vous dis par rapport au travail que ça demande, sachez quand même qu'il y a en moyenne 4 personnes qui visualisent le fameux document sur YouTube. Voilà, si on en avait 300 ou 400, peut-être qu'on se poserait la question de savoir comment simplifier la chose, y mettre peut-être un peu un budget. Là, la portée en tout cas de ce rapport audio, et Marie-Hélène Biel l'a précisé, on l'a fait parce que ça a été demandé de nombreuses fois. Aujourd'hui, clairement, c'est beaucoup de travail pour une mise en place qui est pour l'instant visible que par 4 personnes en moyenne sur... Voilà. Après YouTube, c'est pas un gros mot, hein, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui de façon très très globale. Alors il y a 2 plateformes de ce type-là, YouTube et Dailymotion. Elles ont toutes une consonance anglaise, hein, de toute façon. Dailymotion est française. Oui, dans son capital peut-être, mais dans son utilisation, c'est international maintenant, vous savez. Non, mais mon intention n'était pas de vous faire des reproches, c'était vous exprimer ma surprise de retrouver dans un catalogue à voir internationalement. Parce qu'il y a un système de référencement. Le conseil municipal du Thor, je ne sais plus lequel c'était d'ailleurs, mais bon, ça m'a... Voilà. Surprise. Donc ça veut dire qu'on est connu mondialement. Voilà. Oui. Oui, je vous en prie. Alors, est-ce que vous avez un retour sur les gens qui regardent le compte-rendu écrit? Est-ce que vous savez combien le téléchargent? Alors, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais c'est une donnée qu'on peut avoir, tout à fait. Ouais. Ce serait intéressant de savoir effectivement combien de personnes le lisent et auquel cas ça voudrait dire que ça serait intéressant de mettre les débats par écrit, c'est tout. Très bien. Cette question a déjà été réglée puisque vous avez eu la réponse et qu'on ne changera pas notre décision. Voilà. Donc je soumets à votre approbation ce compte-rendu. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien, merci. Et donc adopté à la majorité. Le point suivant traite de la communication des décisions du maire, donc qui sont au nombre de 6 ou 7. Avez-vous des questions sur ces décisions du maire? Oui, Madame Martin. Alors j'ai deux questions, enfin concernant 2 décisions. La 103. Oui, c'est ça. L'avenant numéro 1 de la décision du 15 septembre. Alors, il me semblait me souvenir que lors d'un précédent conseil municipal, nous avions déjà eu cette décision. Enfin, c'est pas la même, mais elle concernait la même activité et, me semble-t-il, le même sport. Je ne sais plus si c'était le conseil municipal de septembre, oui peut-être. Donc ce que je voulais vous demander, c'est, compte tenu qu'il s'agit de séances supplémentaires, c'est bien mentionné, est-ce que c'est du fait que c'est une autre école qui sera concernée que celle qui avait été déjà... Joker. Vous vous souvenez pas? Non, je ne me souviens pas. C'est très récent, puisque je me souviens même que ma collègue Véronique, vous avez posé des questions sur le rugby, que ça se faisait au stade ou dans une salle, et vous aviez expliqué que non, c'était plutôt... Non, alors je pense que le rugby, là, va se trouver être au jardin, et que on ne va pas amener les enfants au stade. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans la cour de l'école. Oui, mais ça, vous avez répondu déjà. Voilà, ça, je me souviens de ça. Donc ça, c'est pour une deuxième école? Oui, c'est possible, mais j'avoue que non. Mais je vous donnerai la réponse une prochaine fois. Deuxième question. Alors, elle concerne la décision 106. Oui, c'est ça, du 19 septembre.
Donc il s'agit aussi, dans le cadre d'étapes, je suppose, vous avez recruté un nouveau prestataire qu'on n'avait encore pas vu apparaître. C'est une association B-Art, c'est ça? Une association avignonnaise. Je voulais vous demander deux choses. Est-ce que cela a un rapport avec le Chêne Noir, puisque son siège se situe rue Sainte-Catherine, voisine tout à fait du Chêne Noir? Et d'autre part, comment et pourquoi avez-vous sélectionné cette association en particulier? Puisque je crois que c'est une association qui est très récente, très jeune, qui avait eu quelques soucis dans un premier temps, si j'ai des informations bonnes. Donc ça n'a aucune connexion juridique avec le Chêne Noir. C'est pas la proximité géographique de leur lieu de résidence qui en fait un lien. Et deuxièmement, elles ont été sélectionnées parce que n'ont pas trouvé sur la commune ou immédiatement le type de prestation. Bon, voilà. Bon. Et que d'autre part, il y a des enfants qui sont rentrés il y a 2 ans et il faut bien qu'ils aient des types d'activités qui varient. Qui tournent, oui. Voilà. Question suivante. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai une demande de précision concernant la décision 216-109 qui concerne l'acquisition de l'installation du logiciel municipal 5, c'est ça, V5 ? Simplement, pourriez-vous nous préciser l'utilisation qui sera faite de ce logiciel? Parce qu'on parle de la gestion de la police municipale. Alors, est-ce qu'il s'agit de gérer, je ne sais pas, le produit des amendes ou l'effectif de police? Je ne sais. Voilà, si vous avez une explication à me donner, merci. Votre sens de l'humour est apprécié. On n'achèterait pas un logiciel pour gérer 9 employés municipaux. Mais enfin, on ne sait jamais. Peut-être que dans d'autres temps, ça s'est fait. Laurent, as-tu une réponse à apporter? Non, le logiciel spécifique est approprié à la vidéoprotection. Il y a pas de... il est fait pour pouvoir avoir accès à certaines images à des instants T donnés, mais voilà, et enregistré. Point. Il n'y a pas de problème particulier par rapport aux horaires ou autres, non, pas du tout. Très bien, merci. Donc le rapport suivant traite de l'aménagement et de la demande de subvention corrélative de l'annexe de la mairie. Donc Florence Andrzejewski, si tu veux bien nous la commenter après avoir reçu le micro. Merci. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme présenté dans un précédent rapport du 12 avril 2016, la municipalité porte un projet de réaménagement de l'ancienne banque Chex pour y installer une annexe de la mairie au premier étage et le nouveau bureau de poste au rez-de-chaussée. Ce bâtiment R+1 dispose actuellement d'un local de 90 mètres carrés avec tous les équipements nécessaires à l'accueil de la poste et à l'étage un appartement qui accueillera les bureaux de l'annexe mairie. La municipalité en a fait l'acquisition en avril 2015. Le rez-de-chaussée donc correspond parfaitement aux besoins de la poste tant en superficie qu'en accessibilité et le transfert de la poste vers ce nouvel emplacement permettrait d'implanter l'office du tourisme à la place de l'actuel poste. En plus, la salle de tri inoccupée offre un espace idéal, alors non pas pour créer, mais pour accueillir la salle d'exposition qui est actuellement à l'étage de l'office du tourisme, qui est adjointe à l'office du tourisme. Donc si on pouvait rectifier dans la délibération, c'est pas une création, c'est simplement un transfert de locaux. Une salle d'exposition accessible à tout public qui bénéficierait des vitrines donnant sur la rue de la République. Et ce bâtiment est mitoyen du beffroi de la ville, dont la restauration sera réalisée en début 2017. À ce stade, nous sommes donc à l'APS. L'enveloppe financière initiale du projet à l'esquisse était de 384 000 € TTC. Et aujourd'hui, à l'enveloppe définitive de l'APS, donc le montant est à 391 920 € hors taxes, soit 469 584 €.
Donc la répartition va vous être donnée dans le tableau ci-dessous. La délibération a pour objet, comme on l'avait fait précédemment, de demander une sollicitation au titre du dispositif de soutien à l'investissement public local. Mais comme le montant du budget initial a été réévalué à l'APS, donc on reformule notre demande. Donc je rappelle que pour les dépenses coûts études, coûts travaux, coûts sûreté mobilier, le montant total du projet est de 469 584 euros. Et dans les recettes, donc nous reformulons à l'État au soutien investissement local 112 000 euros de recettes, au conseil départemental 86 200 euros, la commune en autofinancement 193 120 euros et une TVA de 78 264 euros. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Dans l'article 1, d'approuver le projet d'aménagement d'une annexe de la mairie de la Nouvelle Poste. En article 2, d'adopter le projet de plan de financement comme je viens de vous le présenter. En article 3, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'aide financière de l'État pour l'aménagement d'une annexe de la mairie de la Nouvelle Poste dans le cadre du dispositif de soutien à l'investissement local prévu à l'article 159 de la loi de finances pour 2016. Et autorise en article 4, Monsieur le maire à solliciter l'aide financière du conseil départemental pour l'aménagement d'une annexe de la mairie de la Nouvelle Poste au titre de l'avenant à la contractualisation pour 2016. Et enfin, en article 5, autorise Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à assigner les actes y afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Très bien. Donc je vous propose, après en avoir délibéré, donc d'approuver ce rapport. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, approuvé à l'unanimité. Le point suivant traite de la vente d'une parcelle cadastrée à monsieur et madame Charles Manant. Christian Royer, je te laisse la commenter, merci. Bonsoir. La commune est propriétaire d'un terrain non bâti, de forme non pas rectangulaire mais polygonale, situé sur le côté ouest du cimetière lieu-dit Lagrange. Ce bien était constitué de 2 parcelles cadastrées, section BA 141 et 137, pour une superficie totale de 3 902 m². Madame et Monsieur Charles Manin, domiciliés 533 chemin de Lagrange, sont propriétaires de la parcelle BA 136, qui est riveraine à la parcelle communale 137. Ils ont sollicité l'acquisition d'une petite partie de cette dernière. Ce détachement n'hypothéquant pas le devenir du terrain communal, il était décidé d'accepter le principe de cette cession. Le service France Domaine a estimé la valeur vénale des parcelles communales à 330 000 euros, soit 84,57 euros le mètre carré. Une proposition a été faite aux requérants sur cette base, ces derniers l'ont acceptée. Michel Carlin, géomètre à Cavaillon, a été mandaté pour la préparation du document d'arpentage. Le découpage a été réalisé en prenant alignement sur la limite ouest de la parcelle 141. La surface à céder s'élève à 191 m². Le coût total incombant au futur acquéreur sera d'un montant de 16 152,87 euros, auxquels s'ajouteront les frais de géomètre de montant de 732 euros TTC et les frais de notaire. À la demande de Madame et Monsieur Manin, l'acte officiel sera préparé par l'étude de maître Jocelyne Pétier, notaire à l'Île-sur-la-Sorgue. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise Monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières, à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, juste au niveau de la numérotation de la parcelle BA 293, c'est la nouvelle numérotation qui est issue du découpage parce qu'on ne la voit pas apparaître sur les plans du cadastre. Non, la nouvelle n'est pas pareille sur le plan du cadastre. Et la 141, c'est celle qui est donc au nord. 137, la 137, elle comprend la partie donc, qui est 137 et le petit bout qui est rayé. Et ce qui est donc vendu est la partie qui est hachurée, là, plutôt. Le titre de la délibération, c'est BA 293. BA. Le document que j'ai, c'est où? C'est la 137. La 137 est également un rectangle dont la largeur est plus large et plus importante que la largeur du 141. Je sais pas. Vente BA Pardon dans le titre.
Vente de la parcelle BA 293. Ah ben, il y a une coquille. Ah, bon, ben voilà, c'est tout. Je croyais que c'était la nouvelle numérotation issue du document d'arpentage. Ouais. D'accord. Alors, à moins que le plan soit l'ancien plan et qu'il y ait une nouvelle numérotation, mais je ne l'ai pas vérifié, disons. Okay. Possible. Ouais. Je ne sais pas. C'est la nouvelle numérotation. L'information vient de la science. Voilà, c'est la nouvelle numérotation. D'accord. Autre question? Oui, je vous en prie. Par simple curiosité, il faut observer un espace, enfin il faut laisser un espace entre le cimetière et les premières constructions. Je suppose que c'est régi par la loi. Il est de combien cet espace au minimum? L'espace, c'est une décision du maire dans la mesure où il y a l'eau qui peut arriver ici. D'accord? Mais la partie, c'est en fin de compte, monsieur et madame Manin avaient déjà empiété sur le jardin, c'est pour agrandir leur jardin. Je vous remercie. Ça, c'est pas enregistré, ça. Bon. Donc, je soumets à votre délibération et la possibilité donc de vendre à monsieur et madame Charles Manin, domicilié 533 chemin de la Grange, au Thor, la parcelle cadastrée avec la nouvelle numérotation BA numéro 293, pour une superficie de 191 mètres carrés pour un montant de 16 152,87 €. On précise que les frais de géomètre, soit 732 €, devront être remboursés à la commune par les acquéreurs et nous chargeons l'étude de maître Jocelyne Pétier, notaire à Lille, de préparer l'acte officiel et de m'autoriser, soit moi-même, soit l'adjoint délégué aux affaires foncières, à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est aussi Christian qui nous le propose. C'est une rétrocession gratuite à la commune, par la communauté de communes, de délaissés de parcelles situées chemin des Mouissonnes. Christian, merci. Dans sa séance du 8 septembre 2016, le conseil communautaire, dont la communauté de communes des Pays des Sorgues et Mont-de-Vaucluse, a décidé la rétrocession gratuite à la commune de Thor de 3 petites parcelles bordant le chemin des Mouissonnes. Ces terrains sont cadastrés section BS 74, BP 63 et BP 64. Ils représentent des surfaces respectivement de 214, 10 et 830 mètres carrés, soit une surface totale de 1054 mètres carrés. La valeur de ces biens, estimée par le service France Domaine, est de 640 € pour la BS 74, 30 € pour la BP 63 et 2490 € pour la parcelle BP 64. L'emprise de ces biens représentant une bande de terre étroite à la limite est de la zone d'activité La Cigalière, le long du chemin des Mouissonnes. Ces parcelles correspondent à des délaissés lors de l'opération d'aménagement du lotissement artisanal. Elles ne présentent aucun intérêt pour la communauté de communes, mais permettront de renforcer l'assiette du chemin communal. La commune a donc intérêt à accepter cette rétrocession. La communauté de communes se chargera d'officialiser cette transaction par acte administratif. Donc il convient que le conseil municipal se prononce sous cette rétrocession et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Oui, je vous en prie. Oui, juste des riverains nous ont demandé si vous aviez, vous, à l'occasion de cette acquisition, enfin à titre gratuit, prévu des travaux pour végétaliser et faire une zone tampon avec la zone. Ben, ça sera prévu ultérieurement. Il est même prévu, mais je pense que ça sera dans un deuxième temps, de refaire complètement ce chemin des Mouissonnes. Est-ce que ça sera lié à l'installation de la zone? Donc nous le verrons, effectivement. Voilà. Mais je pense que c'était bien que ces délaissés ne restent pas... De toutes petites bandes qui sont vraiment pas larges. Oui, c'est plutôt pour stabiliser la route, pour avoir pour augmenter l'assise de la route, quoi. De ce côté-là, disons. Très bien, je vous propose donc d'en délibérer, d'accepter la rétrocession gratuite à la commune par la communauté de communes de Pays de Sorgues et Mont-de-Vaucluse, des parcelles cadastrées telles qu'elles ont été listées. Leurs valeurs sont données, même si la rétrocession est gratuite, dit que la présente transaction sera officialisée par un acte administratif à la charge de la communauté de communes des Pays de Sorgues et de Mont-de-Vaucluse,
donc ça veut dire qu'on ne passera pas devant notaire, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les présents documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Christian, puisque tu as la parole, tu vas la garder. Ça traite de l'avenant à la convention relative à l'instruction des actes et autorisations d'urbanisme. Merci. La loi Allure a mis fin à la mise en disposition des services de l'État pour l'instruction des actes et autorisations d'urbanisme à compter du 1er juillet 2015. Le 12 février 2015, la communauté de communes des Pays des Sorgues et Mont-des-Vaucluse a décidé de créer un service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme. Une convention a été signée entre la commune et la communauté de communes afin de confier l'instruction des actes et autorisations d'urbanisme au service intercommunal à compter du 1er avril 2015. Ce service étant rendu à titre gracieux à la commune du Thor a confié les services intercommunaux l'instruction des permis d'aménager, des permis de construire, des permis de démolir, des certificats d'urbanisme visés à l'article B de l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme. La commune a conservé les déclarations préalables, l'instruction des déclarations préalables et des certificats d'urbanisme visés à l'article A de l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme. La commune assure également l'instruction des autorisations de travaux au titre du Code de la construction et de l'habitation visant à vérifier la conformité d'un établissement recevant du public, un ERP, aux règles de sécurité et d'accessibilité. Le SDIS, donc Service départemental d'incendie et de secours, assure l'instruction du volet sécurité et présente ce rapport à la commission de sécurité compétente, chargée de donner un avis sur le dossier. Jusqu'à présent, les services de l'État assuraient l'instruction du volet accessibilité et présentaient leur rapport à la sous-commission départementale d'accessibilité, qui s'appelle SCDA, chargée de donner son avis sur le dossier. Le désengagement des services de l'État s'étend désormais également à l'instruction du volet accessibilité des autorisations de travaux. L'État demande aux services instructeurs en matière d'application du droit des sols d'instruire également les dossiers au titre de l'accessibilité et de les présenter en SCDA. Par délibération du 4 juillet 2016, le Conseil communautaire a accepté la mutualisation de l'instruction du volet accessibilité et des dossiers d'autorisation de travaux au sein du service commun d'instruction. La communauté de communes propose de mettre à disposition le service instructeur des autorisations du droit du sol afin d'assurer l'instruction du volet accessibilité et des autorisations de travaux qui sera facturé à la commune 140 € par dossier. L'instruction ADS restera assurée à titre gracieux. Pour cela, il convient d'établir un avenant à la convention initiale, le projet qui est annexé. Monsieur le maire propose au conseil municipal de confier, à compter du 1er janvier 2017, l'instruction du volet accessibilité et des autorisations de travaux au service instructeur de la communauté de communes, de l'autoriser à signer l'avenant à la convention initiale et d'inscrire au budget 2017 le montant des dépenses correspondantes. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Martin, oui. Alors, si j'ai tout bien compris, c'est du fait de l'extension de ce que faisait pour nous l'intercommunalité, extension à l'accessibilité, au volet accessibilité, que maintenant il y a un service qui deviendra payant pour nous, c'est-à-dire 140 €. C'est ça? Auparavant, ce service était rendu par les services de l'État. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, donc, oui. Oui, mais on avait ça, on l'a déjà voté, le transfert de... Non, pas l'accessibilité. Pas les autorisations de travaux qui concernent l'accessibilité. Voilà, c'est bien. Donc j'ai bien compris, c'est bien à cause du volet accessibilité que maintenant nous avons un service qui devient payant. Vous avez parfaitement compris. Y a-t-il une question? Ah ben, je vais en poser une alors. À combien estimez-vous le coût de ce nouveau service annuellement? Tout dépend du nombre de dossiers. Accessibilité. C'est pas Fernand Reynaud quand même. Non mais... On va prendre un nombre d'une vingtaine à peu près, quoi, disons. Quoi. Voilà, bon. Mais c'est vraiment une approche, disons.
Bon, une vingtaine, ça années, fait autour de 2500 € par an, quoi. Je ne l'ai pas officiel, je l'ai pas aujourd'hui. Il y a des années, c'est beaucoup moins, et voilà. Bon. Et Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'aspect de l'accessibilité, avec les nouvelles normes, va sûrement monter un peu en puissance, puisque un certain nombre de commerces, etc., dès qu'il y aura des modifications, ils seront obligés de passer par ce dossier-là. alors, si je puis me permettre d'ajouter quelque chose qui ne sera pas une question, mais un souhait, sera-t-il possible, parce que ça nous semble indispensable, de réunir donc assez rapidement, dès que le besoin va s'en faire sentir, la commission accessibilité au niveau de la commune et des personnes qui sont habilitées à y siéger? Dès que le besoin s'en fait sentir, comme vous l'avez dit, bien évidemment. Voilà. Merci. Donc, si pas d'autres questions, donc je vous propose en délibéré de décider de confier au service instructeur intercommunal l'instruction du volet accessibilité et des autorisations de travaux à compter du 1er janvier 2017, d'autoriser M. le maire du Thor à signer l'avenant à la convention relative à l'instruction des actes, et enfin que l'instruction d'un dossier sera facturée 140 € forfaitaires par dossier à la commune, et que le montant des dépenses correspondantes sera inscrit au budget 2017. Ceci ne préjuge pas qu'on puisse en faire payer aux administrés, on verra, bien évidemment. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Le rapport suivant traite de l'autorisation donnée au maire pour signer et déposer une demande de permis de construire pour l'aménagement des nouveaux locaux du CCAS. Jacques, Nicolas, tu as la parole. Merci. Le bâtiment communal situé cours Gambetta sur la parcelle cadastrée section AC numéro 548, c'est-à-dire les anciens logements des instituteurs qui sont entre l'école de la Passerelle et l'allée du Château, comporte 2 niveaux. Ce bâtiment comporte au rez-de-chaussée une bibliothèque, une salle informatique désaffectée et un local pour le psychologue scolaire. À l'étage, 2 logements maintenant inoccupés. Le local du psychologue scolaire sera déplacé dans l'école de la Passerelle. La bibliothèque sera provisoirement aménagée dans le local du Florilège qui va être libéré par le service culture à partir du moment où on aura aménagé les locaux de l'actuelle Banque Chex. Le projet consiste à réhabiliter ce bâtiment afin d'accueillir les locaux du CCAS. Le rez-de-chaussée accueillera une salle de réunion, des bureaux, un sanitaire et un local d'entretien. L'étage accueillera des bureaux, une salle de pause réfectoire, un sanitaire, des locaux à usage de réserve et d'archivage. Le projet va nécessiter la démolition des cloisons existantes dont la distribution ne correspond pas au programme fonctionnel. L'ensemble de ces travaux nécessite donc le dépôt d'un permis de construire. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer et à déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Martin, je vous en prie. Alors j'en avais une, mais monsieur y a répondu. Je voulais vous demander ce que deviendrait la bibliothèque après, donc vous venez d'y répondre, après la station provisoire au Florilège. Non? Oh, j'ai cru comprendre. Non, pour l'instant, la bibliothèque va être déplacée. Quelle est votre question? Alors donc c'est une question. La Question, bibliothèque est provisoirement oui. positionnée au Florilège. Point à la ligne. Provisoirement, vous ne savez pas quand le provisoire cessera. Mais non, vous le savez très bien, c'est très difficile en termes de gestion communale de fixer la durée du provisoire. Ni où? Ah si, c'est écrit où? Le local du Florilège. Non, mais après le Florilège. Et non, ça on ne peut pas savoir. Voilà. Et dans la mesure où ces travaux, dans ces nouveaux locaux, vont forcément nécessiter la mise aux normes d'accessibilité, en plus, puisque ça reçoit du public et c'est un service social de surcroît. Donc je réédite mon souhait de voir se réunir la commission accessibilité avec des gens qui ont à vivre ça tous les jours et qui peuvent être de très bons conseils. D'accord, nous enregistrons la réédition. Merci bien. Merci. Pas de problème. Pas de problème. D'autres questions?
Donc je propose à votre délibération d'autoriser le maire à signer et à déposer une demande de permis de construire pour l'aménagement des nouveaux locaux du CCAS. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Nous abordons 2 délibérations qui concernent la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques. La première entre notre commune et celle de Caumont-sur-Durance. Marie-Hélène Biel, merci. Les communes ont la charge d'assurer le fonctionnement des écoles publiques du premier degré. Elles sont tenues de participer financièrement à la scolarisation des enfants dans les écoles publiques situées en dehors de leur territoire. Dans plusieurs cas, bien évidemment, je ne vais pas vous énumérer ces cas puisque chaque fois c'est la même chose. Le montant de la participation est normalement fixé par accord entre les communes. Cet accord est formalisé par une convention. La commune du Thor accueille chaque année dans ses écoles publiques maternelles et élémentaires des élèves des communes voisines dont elle supporte le coût de la scolarisation. Dans sa séance du mois de juin 2009, le conseil municipal a fixé le montant de ces participations à 1 375 € pour un élève de maternelle et 750 € pour un élève d'élémentaire. Dans sa séance du 30 mars 2010, le conseil municipal a adopté une convention type. Avec la commune de Caumont-sur-Durance, il a été décidé d'adapter cette convention à son cas spécifique. Donc, on est obligé de renouveler cette convention pour les 3 années scolaires suivantes, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Le conseil municipal du Thor, au mois de mai 2016, a déjà délibéré sans avoir eu connaissance de la délibération du 30 juillet 2015 prise par le conseil municipal de la ville de Caumont-sur-Durance. Cette délibération modifie et actualise les tarifs applicables aux élèves thorois scolarisés sur la ville de Caumont. En conséquence, il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération afin de tenir compte de cette évolution de tarifs. Vous trouverez en annexe, bien sûr, à la délibération le projet de convention que je vous propose d'adopter. Merci bien. Y a-t-il des questions? Merci. Donc, je vous propose d'annuler la précédente délibération 16054 du 17 mai dernier et d'adopter la nouvelle convention entre les communes de Caumont-sur-Durance et du Thor qui est annexée à la présente délibération. Donc, y a-t-il des votes contre, des oppositions? Merci, adopté à l'unanimité. La suivante traite là du même dossier, mais entre la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue et notre commune pour les années scolaires 2015-2016. Marie-Hélène Biel, merci. Alors, la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a saisi celle du Thor pour solliciter la signature d'une convention pour l'année scolaire 2015-2016. En effet, un élève était inscrit pour cette année scolaire dans les établissements publics du premier degré de L'Isle-sur-la-Sorgue. Le conseil municipal de cette ville a fixé en 2016 la contribution des communes de résidence à 1 146,96 € par élève en élémentaire et 2 027,29 € par élève en maternelle pour 2015-2016. Pour l'année scolaire 2015-2016, la contribution de la commune du Thor s'élève donc à 1 146,96 € pour un élève en élémentaire. Je vous prie d'en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Merci bien. Donc, je vous propose d'accepter de participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue pour l'année scolaire 2015-2016, en fonction du nombre d'élèves domiciliés au Thor et scolarisés dans cette ville, selon les modalités fixées par la délibération du conseil municipal de Lille. Et donc, la contribution de notre commune s'élève à 1 146,96 €. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions, donc adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante traite de la location de Barnum aux associations thoroises. Bien précisé, aux associations thoroises. Donc, Eliane, le micro est à toi. Merci. Merci. De nombreuses manifestations sont organisées sur la commune par les associations locales. À cette occasion, celles-ci peuvent bénéficier du prêt de matériel par la commune. Dernièrement, la commune a fait l'acquisition de Barnum qu'elle souhaite mettre à disposition des associations thoroises. Il s'agit maintenant d'en fixer les modalités de mise à disposition ainsi que le tarif de ce nouvel équipement.
Dans la convention présente en annexe, il est précisé que les barnums seront mis à disposition uniquement des associations tauroises dans le cadre de l'organisation d'une manifestation publique participant à l'animation de la ville. La demande devra être formulée au minimum 1 mois avant la manifestation, soit par courrier, soit par mail, en précisant l'objet et la date de la manifestation, les lieux d'implantation des barnums ainsi que leur destination d'utilisation. Après étude de la demande, la commune pourra accorder ou refuser la location sans avoir à en donner les raisons. Afin de préserver le matériel, le montage et le démontage ainsi que l'état des lieux seront assurés obligatoirement et systématiquement par les services municipaux. Le temps de location pour une manifestation est fixé de 1 à 5 jours. Le montant de la location est déterminé en fonction du coût représenté par la mise à disposition des agents municipaux, avec une répartition de 1/3 pris en charge par la commune et 2/3 pris en charge par l'association. Le montant de la caution est fixé selon la valeur à neuf de l'ensemble du matériel emprunté. Par exemple, pour l'utilisation de 2 barnums avec la paroi du fond uniquement, l'association devra régler 95 € de location et établir un chèque de caution de 1 010 €, soit 350 € par 2 structures avec toit, plus 40 € par 2 parois, plus 115 € 2 fois l'eau de 4 poids. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Tu as une question ? Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie, Madame Agogui. Oui, pourquoi vous ne voulez pas avoir à donner des raisons d'un refus de la location d'un barnum? Vous savez, il arrive que des associations rendent du matériel dans un état non conforme. Bon, ben c'est sûr que la fois suivante, on leur dira non, on ne vous loue pas le barnum. Voilà. Bon. Par exemple, hein, c'est un exemple que je donne. Hein. Bon, voilà. Pour donner la raison pour qu'il y ait... Non, je trouve. Non, mais je vous ai donné ma réponse. Hein. Voilà. Bon. On n'a pas d'obligation de le faire et on pense que c'est mieux que de le préciser dans notre délibération. Mais l'objectif d'avoir acheté des barnums, c'est de les mettre à disposition des associations et non pas de leur refuser. Il ne faut pas inverser la donnée. Et si on est amené à refuser, c'est qu'on a une vraie raison. D'autres questions? D'accord. Donc je vous propose d'accepter le principe et les conditions de location des barnums aux associations tauroises, de fixer les tarifs des services communaux tels qu'ils vous ont été présentés et d'approuver le modèle de convention de location des barnums qui sont annexés à la présente délibération. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport suivant traite de l'accueil collectif des mineurs Le Bourdis et donc de la modification par retoilettage du règlement de la structure. Marie-Hélène Biel, merci. Alors, ce règlement intérieur du Bourdis avait été adopté en 2014, le 18 février. Il a dû être modifié le 17 juin et le 14 octobre 2014 suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Il convient aujourd'hui de revoir certaines modalités de fonctionnement de ce centre et de prendre en compte certaines évolutions, notamment en termes d'encadrement et de sécurité. Alors, dans le préambule, la capacité d'accueil de la structure passe de 70 à 72 enfants de moins de 6 ans et de 100 à 108 enfants pour les plus de 6 ans sur l'année et reste à 156 enfants en été. Le périscolaire bénéficie d'une habilitation qui permet un encadrement de 1 animateur pour 18 enfants de classe élémentaire sur les écoles des Jardins, de la Calade et la Passerelle. À l'article 1 sur les modalités d'inscription. L'inscription pour les vacances scolaires se fait à la journée. Pour les mercredis, l'inscription se fait à la demi-journée, avec soit une prise en charge après l'école, transport et repas, soit avec une arrivée entre 13h30 et 14h. Pour les périodes d'inscription, elles doivent se faire au minimum 2 semaines avant le début de chaque période des petites vacances scolaires. Pour les mercredis, 2 semaines également avant le mercredi sollicité par les parents. Pour les vacances d'été, les inscriptions doivent se faire au minimum 4 semaines avant le début des vacances.
Les dates d'inscription sont annoncées sur des notes d'information distribuées à chaque enfant dans les écoles, sur des affiches, dans les établissements scolaires maternels et élémentaires, ainsi que sur le site internet de la commune. À l'article 2, concernant les horaires d'accueil et de départ. Concernant le mercredi, les nouveaux horaires sont de 11h45 dès la sortie de l'école pour les enfants qui mangent sur le centre et de 13h30 à 14h pour ceux qui arrivent directement de chez eux. Le départ du centre pour les maternelles comme pour les élémentaires a lieu de 16h30 à 18h. Pour les vacances scolaires, l'arrivée des enfants a lieu de 7h30 à 9h30 et le départ de 16h30 à 18h. Concernant les absences, les parents s'engagent à ce que leurs enfants soient présents chaque jour réservé du séjour. Les absences devront être signalées au plus tard pour les petites vacances la veille avant 12h, pour le périscolaire le jour même avant 12h, pour les mercredis au plus tard le lundi qui précède avant 12h. La DDCS n'autorise pas à donner... Ah, bon. Coup de pied aux enfants. Oui, c'était votre question? Oui, bon, écoutez, ça faisait partie de la question. Bon, décidément, aujourd'hui, voilà. Voilà, la DDCS n'autorise pas à donner, puis j'essaye de réfléchir, mais bon. Alors, à l'article concernant l'encadrement. Conformément aux changements qui font suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le taux d'enfants pris en charge par un animateur est passé de 1 pour 14 enfants pour les maternelles et de 1 pour 18 enfants pour les élémentaires. Pour les vacances, il a été proposé de maintenir le taux d'un animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans et de maintenir le taux d'encadrement d'un animateur pour 12 chez les plus de 6 ans. Ceci afin de privilégier le travail de qualité auprès des enfants. Je suis un peu longue, mais il faut tout lire. Dans le cadre des mercredis et des périscolaires, l'encadrement sera conforme aux nouvelles dispositions de la DDCS, à savoir un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. Portant sur les repas. Aucun repas de substitution ne peut être servi aux enfants. Les parents peuvent vérifier la composition des menus sur le site de la ville. Pour les enfants allergiques et bénéficiant d'un PAI prescrit par un médecin, les familles devront fournir le repas. Il sera procédé à la vérification des températures et au respect du suivi du protocole au moment du dépôt du repas. Pour le mercredi, le dépôt se fera avant 9h à la cuisine centrale, à l'école de la Calade. Pour les vacances, le dépôt se fera directement au centre de loisirs auprès d'une personne du service hygiène et maintenance en cuisine. Alors, ensuite, il faut parler de la sieste. Alors, les enfants, les petits, 3-4 ans, les enfants font la sieste systématiquement avec un réveil échelonné. Les 5 ans, les enfants font la sieste minimum 20 minutes. Après la sieste, ils reprennent les activités. La sieste démarre, c'est très très précis, la sieste démarre vers 13h15 pendant les vacances et 13h30 pour les mercredis. Pour le réveil échelonné, les derniers sont réveillés à 14h45 durant les vacances et à 15h les mercredis. Pour les 6 ans, la grande section, pour leur permettre de se reposer, il est prévu un temps calme d'une durée de 20 minutes, relaxation, repos sur des lits. La structure essaie de les habituer à devenir des grands. Si un enfant s'endort, nous lui permettons bien évidemment de dormir sur les mêmes créneaux horaires que les 3-5 ans. Les exercices d'évacuation. Ces exercices ont lieu pour permettre aux enfants de réagir au mieux aux éventuels cas de figure ci-dessous. Alerte incendie avec évacuation, ça ce sont toujours les mêmes. Il y a 2 exercices de mise en situation pendant les grandes vacances et un exercice pendant les petites vacances. Et bien évidemment, ce qui est nouveau maintenant, l'alerte intrusion et l'alerte confinement. Pour le périscolaire, il est une mission du centre de loisirs. Les horaires sont de 16h30 à 18h à l'école de la Passerelle tous les jours, de 16h45 à 18h aux écoles de la Calade et les Jardins les soirs de TAP uniquement. Les enfants sont pris en charge par un ou des animateurs dès la fin des classes. Le déroulement, les enfants goûtent, ensuite ils ont les activités sportives manuelles jusqu'au départ de l'enfant, au plus tard 18h. Le départ est échelonné dès la prise en charge par la famille jusqu'à 18h. De 17h30 à 18h, il est proposé aux enfants de faire leurs devoirs. Cela reste un choix de l'enfant. L'animateur peut apporter son aide. Pour le bon déroulement des activités, le centre de loisirs propose aux parents de ne venir récupérer leurs enfants
jusqu'à partir de 17h30. Voilà, j'en ai fini. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, puis Madame Martin. Je pense qu'on va avoir des questions chacun son tour. Je vous en prie, allez-y. Alors, en dehors du fait que nous ne saurons pas ce que la DDSCS n'autorise pas. Je vous dois un mail, Madame Martin, avec tout ce que vous m'avez demandé et pour lequel je n'ai pas répondu. Je voulais vous signaler, page 11 de l'annexe à la délibération, à l'article 11 sur les repas. Vous avez répété 2 fois la même phrase. Cette phrase, d'ailleurs, qui n'existait pas dans le règlement précédent et dont la formulation peut prêter à caution, en tout cas est lourde parfois de sens par les temps qui courent. C'est page 11. Je le vois, oui. Oui. Mais de toute façon, la délibération, pas la délibération elle-même, l'annexe. Alors oui, ça sera corrigé, Madame Martin, pas de problème. Oui, je vous en prie. Moi, je voulais savoir ce que vous entendiez par des repas de substitution. C'est-à-dire quand un enfant est allergique et qu'il ne peut pas consommer le repas qui est préparé par la cantine, néanmoins, il doit consommer, il doit déjeuner. Et donc, le repas de substitution, c'est ce que les parents vont apporter. Voilà. Donc, ça se substitue au repas qui est préparé par la collectivité. Ça concerne les cas particuliers des allergies. Ceci dit, ça ne concerne pas ce qui est dit un petit peu plus haut, que les enfants doivent goûter un petit peu de tout et aucun repas de substitution ne peut être servi aux enfants. Alors, vous pouvez préciser ce que ça veut dire, en fait? C'est un enfant qui dit moi j'aime pas les épinards. Il paraît que c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Eh bien, on lui dit désolé mon petit, tu vas manger des épinards. On va pas te donner des petits pois en substitution. Voilà. Parce que l'éducation, ça en fait partie de s'habituer à tous les goûts. Voilà. Ça répond à votre question. Néanmoins, quand même, quand un enfant ne veut pas manger de quelque chose, on ne le force pas. Voilà. Donc, voilà. Oui, Monsieur Ripoll. Non, le document au total est à 95% est bien fait. C'est un règlement. Mais effectivement, il est dommage d'avoir employé une formule qui a fait l'objet de débats dans toute la presse pendant des mois, des débats nationaux. Le débat sur le repas de substitution. Et j'avoue que je ne comprends pas bien l'utilité de préciser dans ce règlement qu'aucun repas de substitution ne sera servi aux enfants. À ma connaissance, au tort, les différentes municipalités qui se sont succédées n'ont jamais mis en œuvre de repas de substitution. Il n'y en a jamais eu. Donc il suffit de veiller à ce que la dissociation des aliments proposés soit bien effectuée. Un enfant a le droit, vous essayez de le faire goûter, pourquoi pas, mais un enfant qui se définit à ce moment-là a le droit, dans sa personnalité, a le droit de ne pas aimer tous les aliments. Il peut ne pas aimer les artichauts, par exemple, et ne manger que la viande. Ou le contraire, s'il est végétarien. Donc pourquoi passionner cette question et donner votre position de refus de repas de substitution? Je ne sais pas si... C'est la formulation qui est très gênante, oui, mais voilà. Je ne sais pas si vous comprendrez, mais cela donne l'impression de faire entrer la politique, de faire entrer le débat dans un espace qui ne concerne que les enfants. Bon. Personnellement, je regrette l'introduction de cette phrase dans ce document qui est réglementaire, qui devrait avoir un format réglementaire, donc qui devrait se borner à indiquer ce que l'on fait et pas ce que l'on ne fait pas. Donc
Par conséquent, si cette rédaction reste celle-ci, je voterai contre l'adoption du document. Très bien. Notre objectif est d'être clair. Vous l'avez d'ailleurs dit, aucune municipalité ancienne n'a servi de repas de substitution. Ben, nous faisons pareil, nous le disons. Voilà. Alors plutôt que l'hypocrisie de ne pas le dire, nous le disons. Et nous maintenons cette rédaction. Donc, y a-t-il d'autres questions? Donc, je soumets à votre délibération l'approbation de ce nouveau règlement de l'accueil collectif des mineurs du Bourdis. Donc, et bien sûr que l'application sera en œuvre dès la publication. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, 3 oppositions, 1 abstention. Je vous remercie. La délibération suivante traite de la convention, le projet de convention d'adhésion à la démarche accompagnement à la prévention des risques psychosociaux avec le centre de gestion de Vaucluse. Donc, comme vous le savez, la loi définit une obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur, et ceci s'applique bien évidemment aux collectivités territoriales. Donc, les risques qui pèsent sur la santé mentale doivent aussi être pris en compte au même titre que les autres risques professionnels. Donc, c'est ce qui est appelé risques psychosociaux, qui sont définis comme ceux liés à la santé mentale, physique et sociale engendrés par des situations au travail et des facteurs organisationnels. Donc, de façon à vérifier que la bonne prise en compte de ces risques psychosociaux est effective, nous proposons de sous-traiter, entre guillemets, au service hygiène et sécurité du CDG, qui est le centre de gestion 84, qui s'adresse donc aux collectivités, l'identification de ces risques sur la collectivité. Et donc pour ça, nous avons prévu 3 étapes. Une première étape de questionnement qui correspond à la réalisation d'un état des lieux, une étape de diagnostic poussé des facteurs de risque, et enfin une étape de transmission qui vise à pérenniser la démarche dans le temps en rendant la collectivité autonome. Donc cette sous-traitance au centre de gestion sera facturée à notre collectivité 1 600 €. Et donc c'est ce que nous soumettons à votre délibération. Y a-t-il des questions? Madame Martin, oui. C'est pas vraiment une question parce que je pense que je connais déjà la réponse. Je trouve que c'est fondamentalement injuste de doubler carrément la somme pour 17 agents supplémentaires, puisque c'est 800 €, c'est ça, pour les effectifs. Voilà, supérieur à 100 agents, additionnel par tranche de 100 agents. Donc il n'y a pas moyen de négocier, puisque nous n'avons pas 100 agents supplémentaires, mais simplement 17, c'est ça. Mais comme vous avez dit que ce n'était pas une question, vous aviez déjà la réponse, je Oui. m'abstiens de répondre, Madame Martin. Non, mais Non, mais moi je veux être conforme à votre façon de poser la question. Je pensais que vos compétences de négociateur pouvaient peut-être abaisser le tarif. Oh, que vous êtes flatteuse. Non. Je pense que le coût de 1 600 € n'est pas un coût excessif, quand même, très franchement. C'est le doublement pour 17 personnes que je trouve un peu choquant. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vous propose d'approuver la démarche de prévention des risques psychosociaux avec l'accompagnement du centre de gestion, de m'autoriser à souscrire en sus de la convention initiale qui permet l'accompagnement à l'identification et à la prévention des risques psychosociaux et bien évidemment que les dépenses correspondantes sont bien inscrites au budget primitif 2017, puisque ceci aura lieu en 2017. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci. Et la dernière délibération traite de la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel communal. Vous le savez, une fois tous les 6 mois, 2 fois par an, nous remettons au goût du jour le tableau des effectifs théoriques du personnel, prenant en compte les différentes évolutions, qu'elles soient promotionnelles, changement de catégorie, changement de, je dirais, de grade. Et donc, on vous a soumis le tableau. Je voulais juste préciser
que le poste de directeur général des services, contrairement à ce qui a été écrit, notamment dans la presse, n'a pas été supprimé, puisqu'il est maintenu sur le tableau que vous allez voter, là, qu'on soumet à votre vote. Il n'a simplement pas été pourvu, ce qui est une différence fondamentale. Pour le reste, c'est une mise en, je dirais, en harmonie des effectifs théoriques par rapport à ce qui se passe réellement et concrètement. Alors, je ne vais pas vous lire l'ensemble des items, hein, qui sont nombreux, mais pour vous illustrer ça, par exemple, chef de police municipale, c'est un poste que nous n'avions plus, puisqu'on a un chef de service de police municipale principal de première classe, et donc ce poste-là, qui était au nombre de 1 au 1er septembre 2015, a été remis à 0, puisqu'il n'est pas, je dirais, existant. Voilà. Vous le savez par ailleurs que si nous étions amenés à créer des postes, bien évidemment, ce tableau peut tout à fait être modifié par votre assemblée délibérative. On peut juste noter quand même, puisque c'est un effort important de notre collectivité dans son organisation, que l'effectif théorique qui était de 139 au 1er septembre 2015 est aujourd'hui passé au 1er novembre 2016 à 117. Y a-t-il des questions? Monsieur Ripoll, oui, je vous en prie. Comme vous l'avez dit, l'effectif théorique, c'est un habillage. Hein, il sert à anticiper les avancements. Donc, bon, c'est la modification que vous avez effectuée est purement formelle, quoi. Et comme vous l'avez dit, s'il y a des créations de postes, vous pouvez revenir dessus. Donc voilà, je prends note simplement du nouvel habillage donné à votre effectif. Le terme n'est pas du tout adapté, mais bon, c'est votre expression. Très bien, donc je soumets à votre délibération le nouvel effectif théorique. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons des questions orales. Donc Madame Agoguet, que je vous demande de bien vouloir lire. Merci. Vous voulez que je les lise à votre place ou que je vous donne votre papier? Non? D'accord. Je peux les lire si vous voulez. Bon. Je vais vous les lire. Hein, c'est vraiment... c'est bien de ma part, hein, quand même. Hein. Bon. Donc, nous souhaitons porter à votre connaissance les questions orales ci-dessous que les élus du groupe de l'opposition municipale souhaitent poser lors de la séance du conseil municipal prévue le 18 octobre. Question numéro 1. Les toilettes sèches qui étaient installées sur le parc des Estourans ont été enlevées. Qu'est-ce qui a justifié cette décision? D'autre part, l'état global du parc s'est détérioré au cours du dernier été. Quelles mesures envisagez-vous pour sa remise en état? Question numéro 2. Mise en place du service Allô, monsieur le maire. Des Taurois nous ont d'ores et déjà informés de ne pas avoir été recontactés après avoir laissé un message sur le répondeur du service. Celui-ci est-il effectif à ce jour? Et question numéro 3. Nous avons appris incidemment, l'éditorial de l'Écho du Beffroi de septembre, l'inauguration des travaux de la crèche L'Arlequine le 2 septembre 2016. Comment se fait-il que nous n'ayons pas reçu l'information préalable à ce sujet, voire l'invitation en qualité de membre du conseil municipal? Et la formule de politesse. Voilà. Vous l'avez retrouvée? Ah, pardon. J'ai bien lu, ça va? D'accord. Voici ma réponse. Alors, madame, vous avez adressé vos questions seulement hier en fin de matinée. Il est d'usage que les questions soient posées le jeudi préalable au conseil, ce qui permet de donner une réponse plus circonstanciée. Néanmoins, afin de ne pas reporter dans un mois nos réponses, nous acceptons de vous répondre, souhaitant cependant que pour le futur, vous puissiez respecter la règle d'usage des 5 jours francs. Je rajoute juste au risque de vous exposer à ne pas avoir de réponse. Voilà. Mais bon. Question numéro 1. Toilettes sèches les Estourans. Les toilettes sèches situées au quartier Les Estourans, à proximité des logements sociaux dits Les Estourans, et du parc, ont été enlevées il y a un mois environ
pour des raisons évidentes pour ceux qui ont pris la précaution d'aller les voir sur place. Les sanitaires étaient constamment souillés d'excréments et leur utilisation était devenue impossible pour les habitués du parc, et de plus, il était demandé aux agents municipaux un travail des plus ingrats, répétitif, et certains nous ont dit avilissant. Et je l'ai constaté moi-même. Les odeurs se répandaient jusque dans les logements des locataires des restaurants et aussi des occupants du parc. Enfin, la cabine, puisqu'il y avait une cabine, était devenue un repère pour toutes sortes de rendez-vous de trafic et certains soirs d'été, elle était devenue quasiment une salle de shoot. Pour savoir si la décision d'enlèvement a été la bonne, il suffit d'interroger les habitants du quartier. La question numéro 2, service Allô Monsieur le maire. Le service Allô Monsieur le maire est tout juste opérationnel et nous sommes en cours de formation des agents afin d'apporter des réponses rapides aux taurois. Un taurois identifié et traité depuis n'a pas effectivement reçu de réponse rapidement à une question posée. Les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Question numéro 3, inauguration de la crèche L'Arlequine, des travaux de la crèche L'Arlequine. Soucieux de préserver les deniers publics par des temps assez contraints en termes de budget, nous avons réalisé l'inauguration de la crèche L'Arlequine de façon économe. Seuls les élus en charge du dossier de la crèche ont participé à cette inauguration et l'ensemble du conseil municipal n'a pas été invité. Donc il n'y a pas eu d'ostracisme envers votre groupe, comme vous auriez pu le craindre, mais je comprends votre question. Mais tous les gens autour n'ont pas participé à cette inauguration puisque nous avons voulu serrer le budget. Voilà, je vous en remercie. Le prochain conseil municipal est le 15 novembre 2016, à la même heure, ici même. Merci à tous.